Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous retrouver pour une autre belle émission Mission Vision. Et aujourd'hui, je me gâte. J'ai deux personnes qui viennent en studio. Dominique Sillon, qui est comédien, humoriste. Vous le connaissez dans le duo Dominique et Martin. Et je vais recevoir tout de suite après un autre Dominique Brouillette. Et lui, il a un handicap visuel. Il s'implique vraiment là, au niveau de la course. Il y a un groupe, là, les Visionnaires. C'est vraiment super intéressant d'entendre son parcours. Donc, on va avoir une belle émission aujourd'hui. Et j'ouvre la parole tout de suite avec Dominique Sillon. Comme j'ai dit, humoriste, on le connaît. On dit Dominique et Martin, on sait c'est qui. Oui, c'est ça. Pendant longtemps, les gens pensent que Martin, c'était mon nom de famille. Oui, c'est ça, exactement. Et Dominique, maintenant, on peut te voir dans Vestiaire. Oui. Et Vestiaire, c'est la deuxième saison qui va commencer. La semaine prochaine, le 9 avril. Exactement. Oui. Et Vestiaire, en fait, c'est une émission où est-ce qu'on... Moi, j'invite vraiment les gens à écouter Vestiaire. C'est délicieux. Là. Moi, j'aime tellement ça. Mais en fait, c'est que c'est une émission où est-ce qu'il y a toutes sortes de personnes en situation de handicap. Oui. Mais c'est comme si à un moment donné, on le voit plus. Ils ont tout un handicap différent, un handicap moteur, visuel. On va avoir tout ça mis ensemble. Il y en a même une Gilles de la Tourette. Oui. Plein de gens qui ont des handicaps différents. Mais tout d'un coup, on fait c'est tel comédien. On voit plus. Là, on voit plus l'handicap. On voit plus l'handicap. Puis ça, j'aime beaucoup. Mais moi, au départ, je voulais t'inviter parce que avant même de faire Vestiaire, ça reste que toi-même, on pourrait dire que tu as un handicap qui est quand même assez invisible. Oui, c'est vrai. Je dirais que je suis celui dans la gang de Vestiaire qui a le quotidien le moins compliqué. Ouais. On va dire. On pourrait dire ça comme ça, exactement. Moi, j'ai une prothèse. J'ai perdu mon œil gauche à l'âge de 13 ans. Oui, mais... Quand même, tu as eu une amputation d'un œil, donc ce qui veut dire une partie de champ de vision qui est absente. Oui. C'est l'autre œil qui compense, donc c'est un handicap. Oui, puis c'est une adaptation aussi, là, parce que je veux pas, quand tu perds un œil, ton champ de vision, il change et tu perds des capacités même s'il te reste un œil. Moi, c'est les profondeurs. J'ai la difficulté avec les profondeurs. Fait que, avec le temps, j'ai appris à toucher avant de saisir. Oui. Parce que la distance, pour moi, n'est pas la même que ceux qui ont leurs deux yeux. Même chose en voiture. Ceux qui embarquent avec moi, ils trouvent que je freine assez tard. Ah oui, parce que la voiture... ma distance n'est pas la même pour moi que pour, le copilote. Non, c'est ça, qui a accès à la 3D. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme si tu as plusieurs objets avec une distance différente, ça se peut que toi, tu vois qu'ils sont tous égales. Ça se pourrait que... ça dépend de s'ils sont vraiment face à moi. Je pourrais avoir un problème de distance. Oui. Quand je suis un peu plus en hauteur, je le vois, la distance. Oui, c'est ça. Des fois, avec l'ombre, tu arrives à voir différemment. Là. Mais c'est ça. Fait qu'il y a eu une adaptation qui se fait encore aujourd'hui. Hein. C'est à vie. Là. Oui. L'adaptation à ça, tu sais... Pas oublier de bien regarder les escaliers quand je les monte ou je les descends rapidement. Parce qu'à un moment donné, ça devient comme un peu mêlant. C'est un peu troublant. Ah oui. Non, mais ça, je comprends très bien parce qu'à un moment donné, c'est ça, on descend puis on dirait que ça devient une pente. Oui, tout à fait. C'est comme si tout d'un coup... On voit plus de relief. Non. Ça devient vraiment une sensation. Ça me fait ça beaucoup dans le métro, tu sais, même s'il y a des petites lignes là, de couleurs, mais on dirait qu'avec... il fait sombre ou... fait que tout d'un coup, des fois, je freine un peu. On dirait que je pogne un peu panique. Là, tu sais, des fois, ça, c'est un problème l'été. Quand, mettons, on est dehors au soleil et automatiquement, on rentre à l'intérieur. Oui. Là, là c'est difficile. Là, l'adaptation, là, c'est...
Puis là, on dirait que tout vient plat. Il n'y a plus de relief. Le temps que l'œil s'habitue à cause de la lumière qui est intense à l'extérieur. C'est ça, exact. Puis moi, je me demandais, parce que comme on a entendu souvent parler justement dans Dominique et Martin, moi, j'ai souvent entendu des monologues que tu as faits où est-ce que tu parlais d'avoir perdu ton œil là, quand tu avais 13 ans. Toi, c'est pas en lien avec une maladie. Non, moi, c'est un coup de bâton de golf. C'est ça. Donc, c'est vraiment le typique accident qui peut arriver à n'importe qui. Oui. Donc, vraiment. C'est pas une maladie congénitale. Non, c'est vraiment c'est un accident. Un accident bête à 13 ans. Bête, très bête. Oui, vraiment très bête. Et que coup de bâton de golf a provoqué ça. Oui, sur la joue a éclaté, fait que là, ça a crevé l'œil. Oui, c'est fait ça. Ça a été... c'est ça. Alors que d'autres personnes pourraient avoir le même impact et ça ne crée pas ça. Non. Ça te fait une espèce de bleu c'est ça. intense. Moi, j'ai même un gars, je connais, qui joue au hockey, puis lui, il a reçu une rondelle dans l'œil. Et ce qui est arrivé, c'est que ça lui a fait un bleu. Seulement. Sur la rétine. Seulement. Ah, ouais. Il était chanceux. Ben, il a été super chanceux. Très chanceux. Mais c'est ça, je te dis, tu sais, des fois, c'est que tu dis, OK, toi, ça a fait que ça a éclaté. Ouais. L'autre, ça, il fait juste un bleu. Ouais, mais c'est un ça. bleu, tu sais, dans le sens que ça n'a pas fait clairement, là, mais ça a fait un bleu. Ouais. Mais toi, à ce moment-là, quand tu t'es fait... parce que moi, je l'ai vécu aussi. Moi, j'ai une perte d'un organe, donc un œil, on me l'a enlevé. Mais moi, c'est à travers un processus dégénératif. Okay. Donc, j'ai un handicap visuel, myopie -35, et ça provoque la perte de l'œil. C'est comme si mon organe, il vit pas aussi longtemps que les autres. Okay. Donc, il y a plein de maladies de personnes âgées que j'ai, comme si j'étais une vieille femme. J'ai pas l'âge, mais l'œil, quand tu le regardes à l'intérieur, c'est un vieux œil. Là. Tu sais, il me le disait, mon Dieu, ton œil, c'est comme un œil centenaire. Là. Tu sais, il est tout en train de se nécrofier, en tout cas. Et ils ont dû me l'enlever, mais moi, comme c'est arrivé dans un processus dégénératif de l'organe qui s'atrophiait, ça a été dans des douleurs atroces. Ouais. Et mon oculariste, mon oculoplasticienne, là, elle m'expliquait que souvent, elle ce n'est que ce qu'elle fait, enlever des yeux. Puis elle a fait ça dans son quotidien. Fait que c'est sûr que quand on en parle, c'est comme si c'est normal. C'est ça. Elle parle comment faire un sandwich. Exact. Bon, moi, j'enlève des yeux. Tu fais, Ben, elle disait que souvent, quelqu'un qui a eu un accident comme toi, là, quelque chose là, qui est brutal, mais ça arrive une fois. Et non, c'est dégénératif, on t'opère, donc on joue tout le temps dans la même blessure. Mais elle dit souvent, étonnamment, c'est pas si douloureux que ça, un œil qui éclate. Ben, en fait, j'ai eu mal après les opérations. Comme, admettons, quand on m'a greffé, parce que moi, on a dû prendre un os de ma hanche pour me refaire une joue. Oui, toi, c'est parce qu'il y avait la joue aussi. Fait que ça, après, une fois que tu dégèles, là, c'est douloureux. Oui. Mais sur le coup, quand j'ai reçu le coup de bâton de golf, tout a enflé. Le corps, il réagit très bien. Hein? Il a enflé. Moi, en plus, j'avais le crâne ouvert en arrière de l'œil. Il n'aurait pas fallu que je perde connaissance, parce que perdre connaissance, tous les muscles relâchent. Et le liquide du cerveau, ça serait probablement un peu écoulé. Ça, c'est en lien avec la blessure du bâton? Oui. Que ça a même fendu? Ah, mais moi, c'est à l'intérieur de la cavité que j'étais fendu. OK. Fait que là, c'est ça. Mais sur le coup, ça faisait pas mal. C'était juste comme hyper engourdi, puis je me sentais comme lourd du visage parce que c'était tellement enflé. Mais c'est vraiment après les opérations, quand ça dégèle puis ça désenfle. C'est là que la douleur... la douleur arrive. Oui, c'est ça. Puis toi, à ce moment-là, tu dis les opérations. Oui, j'ai eu la première opération qui a été de essayer de cicatriser le plus possible au moment de l'accident. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, refaire une joue pour pas que mon visage s'atrophie ou que ça se déforme, là. Ça se déforme. Fait que tout, tu sais, avec du plastique, là, pour retenir tout ça. Oui. Après ça, ça a été la greffe de la joue. OK. Oui. Après ça, plus tard, là, je me suis fait greffer la joue avec l'os. Puis après ça, ça a été de faire l'implant. L'implant qui est attaché après mon muscle. Oui, toi, ils ont mis un implant. Oui, ça ressemble à un bouton d'un manteau, une canadienne. Oui, c'est-tu un implant Codair qu'ils appellent? Je pense que c'est ça. C'est comme une demi-boule avec... Il y a 4 trous.
Ouais, puis il y a comme, oui, ouais, puis là, il y a un petit anneau, le muscle passe dedans. Ils vont le visser. Ouais. Puis pour que la prothèse puisse venir s'accoter dessus, qu'elle puisse bouger. Mais bon, moi, ça bouge pas tant que ça, là. Oui, non, moi non plus. Non, c'est ça. Ben, tu vois, c'est vraiment particulier parce que moi aussi, ils ont voulu me mettre un implant codaire. Ouais. Mais moi, comme j'ai une condition médicale particulière au niveau de la profondeur, moi, j'ai comme l'œil qui est 2 fois plus gros que la normale, ce qui fait que j'ai une cavité qui est d'une profondeur infini. Et en apposant l'implant codaire et en vissant au niveau de l'os, parce qu'il faut que tu visses à quelque part, ils ont atteint un nerf. Oh, mon Dieu! Et là, ils se sont rendus compte que le nerf n'est pas supposé être là, en fait. Un nerf n'est pas là habituellement. Un œil normal, le nerf est un peu plus haut. Puis ils ont dû l'enlever, l'implant codaire. Donc, j'ai été opérée pour me faire mettre un implant et finalement le retirer. Et donc, mais oui, c'est ça. C'était vraiment ça. C'était pour mettre l'implant pour que la prothèse accote, pour essayer d'avoir plus de mobilité. Oui, de mouvement, aider aussi à la fermeture de la cavité, que la paupière se referme bien, tout ça. Mais... C'est ça. Bon. Après ça reste que c'est une prothèse. Oui, c'est ça. Ça donnera jamais... Ça sera jamais comme un œil. Là. Non, non à moins que tu n'aies pas eu de dommages à ton visage. Juste, admettons, retirer le globe oculaire, puis que tout le reste est parfait. Là, ça fait un œil pratiquement parfait. Tu sais, la prothèse. Mais si tu as eu des opérations, tu sais, moi, j'ai encore la cicatrice du bâton, j'ai, tout ça, là, puis ça a changé mon visage. Puis en grandissant, ben, tu sais pas, le nouvel os que tu t'es fait greffer, vas-tu pousser, vas-tu grandir normalement? Tout ça, là, c'est... Le corps humain, tu ne sais pas comment il va réagir. Non, parce que tu avais 13 ans. Oui. Donc, tu n'avais pas fini d'être formé dans ton corps. Là. Non, puis tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, une prothèse oculaire, tu ne gardes pas ça à vie. Non. Tu la changes à peu près aux 5-7 ans, tout dépendant de ta croissance. Si tu grandis rapidement, tu vas l'avoir comme 5 ans. Puis si tu grandis un peu moins vite, parce que le visage change. Oui. Fait qu'automatiquement, plus tu vieillis, plus il devient grand. Oui. Puis quand tu commences à devenir une personne âgée, les rapetissent. Fait que la prothèse, elle suit pas ça. Non. Elle, faut que tu aies chance. Fait que tu sais, chez nous, j'ai peut-être... Fait que t'as combien de prothèses? Celle que j'ai au visage, je pense que c'est ma 5e. J'ai 5 œils. 5 œils. Ouais. Mais moi, j'en ai 3. 3? J'en ai 3. Mais moi, en fait, j'en ai 3 parce que, toi, ta prothèse, en fond, c'est comme des versions pareilles. Parce que je pense que tu as tout le temps le même œil brun. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Ouais. Moi, quand c'est arrivé, j'ai dit, moi, je veux avoir des yeux différents. OK. Moi, j'ai fait ça de même. Oui. Fait que ce qui fait que j'ai des yeux de couleur. Ah oui? Différents. Ben là, aujourd'hui, je le vois que tu as un œil brun puis tu as un œil bleu-vert. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Fait que c'est pour ça que je dis j'en ai 3 parce que, c'est ça. C'est des couleurs différentes. Moi, je voulais m'amuser avec ça. Je me suis dit, éventuellement, je vais en avoir un brun, là. Mais c'était clairement. Moi, 13 ans, je voulais avoir des dessins dedans. On peut faire ça. Oui, on peut. Mais c'est dispendieux. Oui, mais c'est dispendieux, mais c'est aussi c'est spécial. Oui. Tu sais, quand tu dis je me mets une fleur dans l'œil, ce n'est pas un œil. Non. C'est un peu spécial. Mais tu dis pour un show que tu fais, exemple, tu fais un show avec Martin, sa scène, puis là, tu te mets un signe de quelque chose dans l'œil. Mettons, dans un film, il y aurait besoin que le personnage... il y a une différence à l'œil, on pourrait le faire. Ça marche bien. Ça marche bien. Puis là, à ce moment-là, c'est pas un comédien qui doit se mettre un verre de contact. Non, c'est vraiment... C'est un autre comédien qui se met un œil. Tu te mets un œil, tu sais, c'est ça. Puis toi, est-ce que tu as vécu ça? Parce que moi, ça a vraiment été une période traumatique de ma vie. Là, tu sais, me faire remplir la cavité comme une... Mais toi, t'avais quel âge? Moi, c'est arrivé... c'est arrivé, j'avais 30... Ah, c'est ça. 6. Toi, t'avais déjà un bout de vie de fait. Oui, c'est ça. Moi, j'avais 13 ans. Non, c'est arrivé, j'avais 38. OK. C'est ça. Mais oui. T'avais un bon bout de vie de fait. Avec mes 2 yeux, là. Oui, parce que, tu sais, moi, c'est arrivé à 13 ans. Tu sais, à 13 ans, là, tu vas à l'école, tu manges, tu dors, tu joues avec tes amis. Oui, c'est à peu près ça. Moi, t'enlignais dans l'adolescence. Les étapes de la vie, je les ai vécues avec mon handicap. Oui. Tu sais, j'ai appris à conduire avec mon handicap. Tu sais, j'ai eu des... j'ai pas eu mon handicap, puis j'avais déjà mes enfants, puis que là, il faut
Non, moi, toute ma vie, c'est faite avec mon handicap pratiquement. C'est ça. Fait que, mais tu sais, moi, mon père a perdu l'usage d'un de ses yeux, un de ses yeux. Oui, puis il y avait début cinquantaine. Ah, mais comme encore là, enlevé, là, une amputation ou perdu comme aveugle? Aveugle, oui, parce qu'il a fait, il y avait une tumeur qui était bénin, c'était au cerveau. Et la tumeur est allée sur le nerf optique, puis la glande hypophyse, fait qu'ils ont été obligés de gratter. Fait qu'automatiquement, son nerf optique est mort. Ouais. Fait que, mais lui, en perdant la vue, il a perdu son permis de conduire. À 50. Il a arrêté de travailler. Il a tout ça. Fait que là, lui, c'était beaucoup plus difficile parce que là, il tombe. Tous ses acquis, il y en a plein qui tombent. Il n'y a plus ces acquis-là. Moi, j'avais 13 ans. Moi, j'ai bâti mes acquis. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ben oui. Fait que moi, mon but, là, quand je suis sorti de l'hôpital, mon but, là, c'était de retourner faire du skateboard avec mes amis. Avec tes amis. That's it. Ah oui, de retourner à la polyvalente, faire du théâtre. Ouais. C'était juste ça que je voulais. Oui, oui. Fait que, oui, j'ai été attristé de perdre un œil, mais tu sais, quand tu es dans la chambre d'hôpital puis tu vois encore, tu fais « Ah, OK, je vois encore. » Ah, c'est ça. Ben, go, on continue, tu sais. Puis tu sais, j'ai jamais eu des parents qui m'ont, je dirais, trop couvé. Puis tu sais, ils ont dit « Ben non, tu sais, je veux dire, tu marches encore, t'es capable, go, on y va. » Oui, c'est ça. Donc, fait que tout ça fait que à 13 ans, je pense que c'est moins difficile que, mettons, toi, à 38 ans, c'est d'avoir le constat de, bon, ben... Mais je pense, en tout cas, moi, avec ce que tu me dis, je pense que oui aussi. Là. Ouais. Je pense que quand tu es à cet âge-là, comme tu dis, à 13 ans, il y a une partie aussi que tu n'es pas tellement conscient. Là. Tu es très comme naïf. Tu dis, tu veux aller faire du skateboard avec tes amis. Là. That's it. À 38 ans, c'est parce que là, à un moment donné, c'est tout aussi ce que ça implique. Ouais. Puis le fait que moi, ce qui me perturbait, parce qu'au début, tu dis, oh, ça y est, mon visage vient de changer. Là. Puis comme j'ai eu beaucoup d'opérations, mais je me suis retrouvée, moi, avoir été très agressée. À cet endroit-là de mon visage. Fait que là, moi, tout d'un coup, le fait d'aller me faire remplir comme une poterie, j'étais hors de moi. Je voulais rien savoir de ça. Alors, je me suis dit, j'ai deux choix. Soit que je refuse d'aller me faire remplir et que je me retrouve que j'ai pas d'œil. Donc, j'ai un conformateur, ce qui veut dire c'est transparent et on voit le rose de ma cavité. Ou bien je me fais violence et je m'en vais me faire remplir. J'étais pas capable d'aller me faire remplir. Alors, j'ai décidé de ne pas avoir de prothèse pendant une bonne période. Là, je dirais un bon 1 an. Pour apprendre à vivre avec la sensation. Je n'étais même pas capable de m'imaginer aller me jouer là moi-même parce que quand justement tu as une prothèse, tu dois... Tu sais, si jamais il y a une situation X, là, tu sais, des fois, là, je sais pas, t'as un cil, tu sais, que là, tu sais, je dois l'enlever, la nettoyer. On doit être en mesure d'apprendre à se toucher à l'endroit où est-ce que, habituellement, on se touche pas là, pas comme ça, pas de cette façon. Et moi, ça me perturbait. J'étais pas capable. Mais après le remplissage, quand tu as vu le résultat, est-ce que ça t'a réconforté sur ton choix de l'avoir fait? Oui. En fait, c'est ça. C'est quand je l'ai faite, là, j'étais prête. On dirait, là, j'étais prête. Puis je me suis dit, OK, ça sera pas facile, mais je vais le faire. Parce que moi, j'ai eu un remplissage avant la COVID. Peut-être 1 an avant la COVID. OK. Parce que celui qui fait ma prothèse trouvait que j'avais l'œil très rond. Tu sais, il trouvait que c'était très creux, mon œil. Fait que je suis allé voir un chirurgien qui m'a dit, bon, on pourrait remplir ça, tu sais. Fait que j'ai fait, OK. Fait que j'ai eu l'opération de remplissage. Ah oui? Oui. Puis... Pas longtemps avant la pandémie? Un an avant la pandémie. OK. Puis ça n'a pas fonctionné. J'ai encore, tu sais, l'œil est encore rond. Tu sais, fait que là, je pense que ce que ça prendrait, c'est avoir un implant plus gros. Ah oui. Mais ça, il y a je connais 2 personnes ils ont fait changer leur implant. Oui. Et c'est très douloureux, ça a l'air. Ça a l'air que ça fait extrêmement mal. Oui, tout à fait. Les douleurs qui suivent après, là. Fait que je me dis,
honnêtement, là, ça vaut-tu vraiment la peine? Oui. Ma qualité de vie va-tu être meilleure? Je ne crois pas. C'est juste moi qui va peut-être être plus à l'aise quand je me regarde dans le miroir. Ouais. Tu sais, parce que moi, j'ai tendance à tricher la grosseur de mon œil quand je suis avec les autres. Mais quand justement, tu te regardes dans le miroir, toi, c'est quoi tu vois? Ben, je vois un œil qui est différent de l'autre, là, tu sais. OK. Tu vois la différence. Oh, je vois la différence. Mais tu sais, j'ai souvent tendance à tricher, de rapetisser un peu mon œil pour qu'il soit comme un peu à même ouverture que l'autre quand je suis avec des... Mais la seule place où je fais pas ça, c'est dans le vestiaire. Que là, tu laisses ton œil normal. Ouais. Mais tu veux dire que dans ton naturel, tu plisses un peu un œil? Oui. Tout le temps? Pendant longtemps, les premières années qu'on faisait des photos dans des galas, des choses comme ça, c'était la première affaire que je pensais. Plisser un œil. M'arranger pour que mon œil ressemble à l'autre. Mais c'est dans le fond, comme tu le sais finalement, de quoi? Tu sais, toi, c'est quel œil? C'est l'œil gauche. Que t'as perdu? Oui. Moi aussi. Ouais. Team Team œil gauche. C'est ça. Ça veut dire que tu sais exactement comment plisser l'œil droit. Je me suis pratiqué dans le miroir. C'est ça. Ouais. Pour que si je me le mets comme ça, le pourcentage que je le baisse, là, ça équivaut à l'autre. Oui. Là, en ce moment, tu le fais-tu? Oui. Ah, ça veut dire que ton naturel... Oui, naturellement, je le fais. Tu réfléchis même plus, non. là. Tu sors de chez vous, tu le fais. Oui, bien, je te dirais, quand je sors de chez nous, pas tant. Quand ça, mettons, c'est faire une photo, une télé, parler avec des gens que je rencontre la première fois. Ouais. Ça, naturellement, je vais le faire. Ouais. Mais comme tu dis, la seule place, c'est dans le vestiaire que tu le fais pas. Non, parce que dans le vestiaire, ce qui était... Puis c'est pour ça que les gens se demandaient, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça, mettons, dans un aréna ou dans une équipe de hockey? Parce que quand les auteurs français ont créé la série en France, le but, c'était de voir le handicap. Oui. La meilleure manière de voir le handicap, c'est en étant maillot de bain. Non, mais on s'entend, là, t'es assez vulnérable. C'était le but premier, c'était de montrer les corps. C'est ça. Il fallait montrer les handicaps. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, je joue dans le vestiaire parce que je suis en situation de handicap, là. Oui. Fait qu'il faut qu'on le voit, mon handicap. C'est ça. Fait que c'est la seule manière où je me sens pas... Tu sais, où j'ai pas ce réflexe-là. Mais même dans ton quotidien à la maison, non, avec ta pas femme, à la maison, tes enfants. pas avec ma femme et mes enfants. OK, là, je me disais, là, t'es pas en train de penser à ça non, quand mais je te dirais vraiment dans des endroits un peu plus publics. Oui, c'est ça. Quand tu vas faire l'épicerie, ça rend-tu comme un endroit public, ça? Oui. OK. Ah oui. OK. Fait que là, poup, tu te plisses l'œil à ce moment-là. Oui. Ah ouais. Puis tu sais, t'es rendu à quel âge? 52. Puis tu le fais encore? Oui. Hey, c'est quand même intéressant, tu sais, de voir qu'il y a vraiment un rapport au visage. En tout cas, moi, c'est ça que je me suis rendu compte. Et puis que les gens, des fois, ils vont pas nécessairement voir l'impact que ça peut avoir, mais quand c'est au niveau du visage, c'est comme si on dirait que en tout cas, moi, comme si on peut pas faire abstraction. Non. Tu sais, on dit, tu te regardes dans le miroir, tu te brosses les dents, on dirait qu'on est tout le temps en train de dire, ben oui, mais moi, j'ai une atteinte au niveau de mon visage. Oui. Puis ça change. Mais tu vois, il y avait un sketch qu'on a fait dans la saison 1 de Vestiaire où Camille Chai, tu sais, elle est comme un peu débitée dans la scie. Puis là, Michel, t'as pas l'air de bien aller. Elle dit, c'est parce qu'un matin, je me suis regardé dans le miroir puis j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Puis il fait, tu t'es-tu checké ou tu t'es regardé? Ah? Ben, je me suis regardé. Non, on te l'a dit, il faut juste que tu te checkes. Vite, brosse les dents, me peigne. On est parti. Oui, j'en check, c'est un petit coup d'œil à peine. C'est ça. Puis quand on l'a écrit, on voulait vraiment que ça soit clair ce qu'on essayait de dire. C'est-à-dire que souvent, quand tu as un handicap, et quand c'est au niveau du visage ou, mettons... ce qui apparaît dans le miroir. Oui, mais tu sais, même Camille, là, justement, avec un bras en moins, la jambe. Ben oui, oui. Pour ceux que c'est difficile, fait que c'est le pour être capable d'accepter puis de pas accrocher trop à ça, ben c'est juste de se checker. On se check, on est-tu correct pour sortir? Parfait, on se check. C'est ça. Parce que se regarder, c'est prendre le temps d'analyser notre visage qui est différent, notre handicap, la perte d'un membre et tout ça, tu sais. Oui. Fait que c'est ce qu'on voulait installer, tu sais. Mais moi, je passe pas. Quand je me peigne, je regarde beaucoup mes cheveux. Oui, hein? Je regarde pas le reste de mon visage. OK, c'est ça. T'sais.
Mais je trouve quand même ça intéressant entre le regarder puis checker parce que moi, il y a vraiment des moments où est-ce que je me check justement à peine, là. Je me suis même pas regardée. J'ai-tu une couette croche? J'ai-tu... Tu sais, on dirait que c'est comme... Parce que la journée où on file pas puis qu'on prend le temps de se regarder... Ça fait pas des belles journées. Non, ça fait des... c'est ça. Puis je comprends ce que tu veux dire parce que moi, ça va m'arriver vraiment, là, tu sais, on dirait, je focus là, complètement sur mes yeux. Puis là, je regarde, là, puis là, on dirait que, oh mon Dieu, puis tu sais, moi, j'ai une paupière, ma paupière ferme pas au complet. Elle ferme jamais au complet, tu sais. Des fois, elle est un peu rouge, elle est un peu, je me dis, ça peut-tu être correct, tu sais. Puis on dirait qu'il y a d'autres moments où est-ce que je me dis, ben regarde, c'est ça. Tout à fait. Oui. Tu sais, qu'est-ce que je fasse? Oui, mais c'est comme tout le monde. On a nos bons moments, puis on a nos moins bons moments. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est juste ça. Puis tu sais, moi, je trouve ça beau parce que justement, quand tu dis que tu es dans le vestiaire, dans le fond, qu'est-ce qui fait que tu es dans le vestiaire? Toi, que tu as eu envie... Je trouve ça comme un peu démocratisé quelque chose par rapport à ta perte de l'œil, parce que c'est comme si on était habitué de t'entendre vite comme ça en parler, mais là, c'est comme si je trouve que tu t'es un peu comme dire, hey, je rentre dans la gang, moi aussi, je suis handicapée. Oui. Bien, en fait, quand quand Sphère a acheté la série en France, j'ai quelqu'un qui travaille chez Sphère, Nicolas Lemay, avec qui je travaille depuis des années, qui m'a approché pour que je sois script éditeur, auteur sur la série, puisqu'on allait faire une adaptation ici, puis il m'a demandé de jouer dedans. Oui. Parce que tu as un handicap, puis en France, il n'y avait pas ce handicap-là visuel de la perte d'un œil. Fait que moi, j'ai remplacé un personnage qui, lui, avait les bras atrophiés. OK. Fait que c'est sûr qu'il a fallu écrire des nouveaux sketchs à cause que le handicap n'était pas le même. Oui. Mais c'était aussi pour montrer que être une personne en situation de handicap, c'est à tous les niveaux. Tu en as qui sont paraplégiques, puis, mais il y en a il manque juste un œil, mais... chacun vit ses propres défis. Oui. On vit tous nos défis à des niveaux différents, mais on a quand même des défis à cause de notre handicap. T'sais. Exact. Puis c'est un peu ce que la série va montrer, puis veut montrer. Puis ce qu'on veut montrer aussi, c'est que le quotidien de ces gens-là est pas si différent que les nôtres une fois qu'on a passé par-dessus le défi. C'est juste ça. Puis on veut pas que les gens banalisent une personne en situation de handicap, mais on veut surtout que les gens aient plus d'être mal à l'aise avec ça. Exact. Mais enlever les tabous. Dominique, ça a été vraiment un plaisir immense. Merci. On aurait pu continuer pendant des heures. Vestiaire, on peut retrouver ça à partir du 9 avril sur Ami Télé. On retrouve aussi sur Tout.tv. Hein? Tout.tv. La saison 1 et la saison 2, Ami Télé et probablement Ami Plus aussi. Exact. Bien, merci beaucoup, merci à Dominique. Toi. Merci. On se retrouve tout de suite après la pause avec Dominique Brouillette. Merci. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Et maintenant, j'accueille Dominique Brouillette. On dit Brouillette, hein, ou Brouillet? Brouillet. Ah, ben là, c'est ça. Parce que là, je savais pas, hein, souvent on dit Brouillette. Ben là, bon, c'est Brouillet. Alors, Dominique Brouillet qui a un handicap visuel, mais aussi, le pourquoi je voulais l'inviter, c'est parce que Dominique, je l'ai rencontré lorsque je faisais un reportage pour Ami Télé avec les Visionnaires, qui est un club de course pour des personnes en situation de handicap visuel. Évidemment, ben, ils vont courir avec des voyants, là, des gens qui ont une très bonne vue, qui sont des guides. Et Dominique, je l'avais rencontré et j'avais beaucoup aimé comment il s'impliquait avec les visionnaires. Et dès que je pensais à mes invités que je voulais amener à Mission Vision, j'ai pensé à Dominique. Allô, Dominique? Allô? Ben là, Dominique, moi, je trouve ça vraiment le fun parce que là, on s'était vu pendant le reportage, mais là, on se voit dans un autre contexte. Et là, en plus que je voyais que la course, là, ça commence. Là. Je pense que là, ça ouvrait là, cette semaine ou la semaine prochaine. Fait que je trouvais que le timing était... le momentum était bon pour parler ensemble. Mais Dominique, ça remonte un petit peu parce que là, j'ai dit que tu as un handicap visuel, mais les gens sont tout le temps curieux de c'est quoi ta maladie et en plus, ta vue en ce moment a l'air de quoi aussi parce que
tu as encore un résidu visuel, on pourrait dire ça. Oui, ben c'est quand même un assez bon résidu. En fait, moi, ma maladie, c'est du glaucome. Ouais. Que j'ai depuis ma naissance. En fait, je suis né avec des cataractes et après, dans ma jeune enfance, on m'a diagnostiqué le glaucome. Ouais. En ce moment, je vois d'un œil à peu près 20 ou 25 %. Je suis pas mal sur la limite légale de l'handicap visuel. Mm-hmm. Et il faut savoir aussi que quand j'étais plus jeune, j'avais mes 2 yeux, puis que, bon, j'ai perdu un œil entre-temps aussi. Mais c'est vraiment du glaucome, puis vraiment, si je peux décrire un peu comment je vois 20-25 %, des fois, les gens, un chiffre, ça veut rien dire. Ouais. Fait que je dirais que je suis capable de prendre les transports en commun sans vraiment utiliser la canne blanche. Je veux dire, comme tu as mentionné, je fais de la course à pied, puis quand même beaucoup d'autres sports aussi, donc je suis quand même très actif. Mes lacunes principales, c'est vraiment pas reconnaître les visages des gens, voir les petits détails, puis aussi naturellement, je peux pas conduire non plus, sinon ça serait un danger public. Non, ça c'est certain, ça c'est sûr. Mais tu sais, quand tu dis que tu as un glaucome de naissance, bon, le glaucome, c'est que tu perds le champ visuel, toute la vision périphérique, tranquillement, qui rétrécit. Donc, toi, on pourrait dire, c'est un peu comme si tu voyais dans une paille, bon, peut-être pas dans une paille, mais dans un rouleau de papier de toilette, là, tu sais, quelque chose comme ça, là, tu sais, où est-ce que tu as une perte au niveau tout le tour de l'œil, là, tout le tour de la vision. Puis il faut savoir aussi que c'est pas une maladie tant dégénérative, tant que c'est contrôlé aussi. OK. Bon, mon œil gauche, justement, pourquoi je l'ai perdu, j'ai eu beaucoup d'opérations. Puis malheureusement, ben des fois quand on touche trop, puis qu'on laisse trop la pression, parce que souvent le glaucome c'est de la pression. Je sais pas les termes scientifiques pour expliquer le glaucome, mais c'est de la pression qui fait des douleurs assez intensives dans l'œil. C'est de la pression intraoculaire, là, donc ça se passe à l'intérieur. C'est comme si l'œil, parce que j'en ai du glaucome, mais quand j'avais mes opérations, qui n'étaient pas pour le glaucome, mais ça amplifiait la pression. Puis c'est comme si ça fait une sensation que ton œil va éclater. Exactement. Puis des grosses migraines. Puis grosso modo, mon œil gauche, ben, la pression est trop montée. Puis après l'opération, mon œil a commencé à s'atrophier. J'ai eu 12 opérations au total, puis c'est vraiment la dernière que ça l'a. Quand tu dis ça s'est atrophié, ça veut dire toi aussi tu as une prothèse oculaire? Non, moi j'ai essayé d'en mettre une, mais ça faisait trop mal. OK. Puis non, j'ai vraiment pas été capable. Puis je pense que ça avait rapport parce qu'on m'a aussi injecté des tubes dans cet œil-là quand j'étais jeune dans mes premières opérations. Oui. Mélangé au glaucome, ça faisait vraiment une sensation pas agréable. Oui. Donc, je me suis dit, souvent la prothèse, j'ai eu l'idée au secondaire parce que veux pas l'esthétique. À cet âge-là, c'est quand même important. Je veux dire, on rencontre nos premières relations amoureuses. Oui, tu sais, que là, tu veux plaire, tu veux séduire. Mais pendant peut-être, je dirais 2 ans, 3 ans, j'ai essayé la prothèse. Ils ont fait le moule et tout. Oui. On s'est même pas rendu au stade de peinture là, pour la sensation de l'œil. Je veux dire, j'ai fait des tests, puis vraiment, ça faisait pas. Juste mal. Soit ça me piquait, soit ça pesait. À un moment donné, je suis allé chez le barbier, il y a eu un poil, ça a fait mal pendant... En fait, je l'ai retiré rapidement parce que c'était intense. Oui. Fait que je me suis dit à un moment donné, je préfère que mes prochaines relations amoureuses où, tu sais, les gens... j'attire les personnes par ma personnalité, non... Et non le fait que tu as un œil... En plus, un œil, c'est quand même un petit détail. Il y a plein d'autres choses sur l'apparence qu'on peut améliorer, comme le style vestimentaire, la coiffeur. Je veux dire, l'œil, c'est comme, au pire, peut-être comme un bouton. C'est quelque chose qui peut énerver un peu, mais je veux dire, je vois même pas tant les défauts de mon œil. Fait que je veux dire, quelqu'un qui jugerait par rapport à ça, je veux pas être en couple avec cette personne-là ou ni ami avec personne-là. Rendu là, c'est superficiel un peu. De toute façon, tu as des lunettes, fait que ça vient déjà comme un peu camoufler les yeux, là. Exactement. Mais là, explique-moi, là, on dirait que je comprends pas. Peut-être parce que c'est parce que je vois pas bien, moi non plus, donc je suis pas en mesure de bien voir ton visage. Ça veut-tu dire que tu as un œil et l'autre côté, il n'y a pas d'œil? Il y a un œil, mais on voit plus comme la pupille, on voit un peu mes tubes. C'est vraiment, là, il a vraiment rapetissé. Oui, mais c'est OK, mais si, exemple, là, j'ouvre tes paupières, là, il y a un œil. Il y a un œil. Il y a un globe oculaire. Il y a un globe oculaire, mais au lieu d'avoir comme une pupille, plutôt on voit comme juste du blanc. Hein? Ouais.
Ouais. Mais là, attends, on dirait que je comprends pas trop parce que moi, ma situation, c'est pour ça, c'est que moi, par rapport à moi, là, c'est pour ça que je me dis, moi, quand j'ai eu toutes mes opérations, dans un délai quand même assez rapproché, là, j'ai eu 7 opérations en 1 an et demi, ben moi, mon œil, c'était des décollements de rétine, donc pas le choix d'opérer parce que un décollement de rétine qui est pas opéré, ton œil se met à s'atrophier comme un raisin sec. Ouais. Et c'est des douleurs atroces, là. C'est même pas, tu sais, c'est pas vivable là, en termes de douleur parce que ton œil se nécrophie, c'est ultra douloureux. Mais là, on me disait, justement, faut l'enlever à ce moment-là. Moi, pour moi, c'était, on l'enlève. Moi, c'était clair qu'on l'enlevait, cet œil-là, parce qu'il était en train de mourir. Là, toi, t'es-tu en train de me dire que t'as un œil que t'as laissé mourir et que c'était moins douloureux qu'une... Mais ta prothèse, tu l'as mis où, la prothèse, s'il y a un œil? On dirait, s'il n'y a pas d'œil, c'est comme un genre de moule qu'on met sur l'œil. C'est comme sur l'œil, direct? Ouais, c'est comme tu mets ça comme un verre de contact, un peu. Ah, OK, non, c'est ça. Fait que c'est pas une prothèse, je m'excuse, je me suis mal à exprimer. C'est pour ça, c'était plus pour comprendre. Ben, je me disais, comment tu peux avoir une prothèse sur un œil? Ouais, non, là, ça aurait pas fait sens. Non, c'était comme un moule, parce qu'on appelait ça une prothèse, mais j'ai oublié le c'était pas terme. Ça. C'était comme un moule, ouais. OK. Exactement, parce que l'œil, je l'ai encore. Puis je veux dire, il s'est atrophié un peu, mais ce sont mes examens, c'est encore vivant. Parce que sinon, j'imagine que, comme toi, j'aurais senti la douleur. Oh non, je te le dis. J'aurais remplacé ça au plus sacrant, mais... Non, c'est pas dans mon endurable. cas, ça a comme... tu sais, il y a eu un décollement de rétine, ça, je le sais. C'était ça, ma dernière opération. On m'a même dit que l'œil s'est atrophié. Je sais pas s'il s'atrophie encore, mais je me dis, tant que je sens rien... Mais t'as pas de douleur? Même pas. Ou si j'en ai, c'est très occasionnel, puis c'est rien comparé aux douleurs que j'ai eues quand j'étais enfant. OK. Fait que je me dis... Tant que l'œil, bon, il fonctionne, je vais pas dire tant qu'il fonctionne parce qu'il fonctionne pas, mais tant qu'il me dérange pas. Oui, tout à fait. Mais non, parce que moi, c'était ça, là, quand il était question de me l'enlever, là, c'est moi, à un moment donné, là, qui a levé la main puis qui a dit, c'est-tu possible de me l'enlever, cet œil-là, là? Juste avant, dans ma vie, j'aurais jamais pensé demander aux spécialistes enlever mon œil, mais c'est parce que c'est ça, c'est que vu que c'était associé à de la douleur, c'est là qu'eux autres qui ont dit, ben oui, parce que là, tu sais, je veux dire, je prenais des cocktails de médication et j'avais pas vivable autant mal. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, ben non, faut l'enlever. Tandis que là, toi, s'il n'y a pas de douleur, pourquoi l'enlever? Exactement. Je veux dire, la technologie n'est pas assez avancée encore pour me retrouver la vue de cet œil-là. Fait que je me dis, je vais pas... ça pourrait. Ça pourrait un jour peut-être. Ça va tellement rapidement, l'évolution. Mais je me dis, je vais pas investir de temps, d'argent ou d'énergie pour une prothèse alors que pour l'instant, j'en ai pas besoin, puis surtout si c'est pour une question d'apparence, c'est comme pas une priorité pour moi. OK, c'est ça. Mais ça veut dire que cet œil-là, il est là. Il est présent dans ton visage. C'est lequel? C'est l'œil gauche qui est toi complètement aussi, alors, team œil gauche, aujourd'hui, sans le savoir, c'était toi. Même nom, même œil. Mon autre, oui, même nom, même œil. Et moi aussi, je fais partie de la gang que c'est l'œil gauche qui est parti, hein, qui a lâché le bateau. Mais là, toi, le tien, ça veut dire que tu n'as plus du tout de vision dans cet œil-là. Non, plus du tout. Vois-tu la lumière? Y a-tu quelque chose ou y a rien? Même pas. Ça s'est vraiment fait progressivement. Ça a commencé après l'opération que je voyais un peu comme dans un brouillard. Après, c'est devenu flou. Après, c'est devenu gris. Puis là, c'est comme si ça n'existe plus. J'ai un œil. Donc, je me rends même plus compte que je vois plus de cet œil-là. OK, c'est ça. Ben, lui, il voit plus. Ben, un peu comme moi, mon œil enlevé, c'est comme si c'est terminé. Ce côté-là, il n'y a plus rien. Mais là, ton œil droit, c'est lui qui voit avec une capacité de 25 %. Ouais, à peu près. Donc, c'est ton œil droit qui regarde un peu comme peut-être plus qu'une paille, là, parce qu'une paille, là, c'est mini. Là, on dirait comme un rouleau de papier de toilette. Papier de toilette, exemple. Ouais. OK. Fait que toi, tu vois comme ça. Mais quand tu regardes à l'intérieur de ton rouleau de papier de toilette, est-ce que c'est clair? Oh ouais, c'est en masse claire. C'est vraiment plus de voir les petits détails comme... je vais te donner un exemple. Reconnaître les visages. Moi,
Oui. Toute ma vie, là, j'ai tellement confondu de monde. À un moment donné, je disais une confidence à mon frère, puis je me suis retrouvé avec un inconnu dans le bus parce qu'on rentrait, puis là, je vais m'asseoir. Je suis comme, bon, comme je te disais, puis mon frère, c'est parce que j'étais à l'autre bout. Oh non! OK, mais toi, tu pensais que c'était ton frère. Oh, ouais, des fois, je confonds comme ça, puis faut vraiment que je connaisse très bien la personne, puis que je sache qu'elle soit là. Okay. Parce que si, admettons, je sais pas, je te donne un exemple, j'arriverai à l'université, quelqu'un me dit allô, quand tu me reconnais-tu? Je vais peut-être reconnaître dans 30% du temps si je connais vraiment bien la personne. Comme par exemple, j'ai travaillé avec des collègues à la Fondation des aveugles. J'ai déjà recroisé de ces collègues-là, puis je les ai pour la moitié reconnus, mais il y en a même à ça, même en les connaissant, des fois, je reconnais pas. Puis surtout, si ça fait longtemps, si le style vestimentaire, la coupe de cheveux change, il y a plein de facteurs qui jouent. Mais sinon, des petites tâches manuelles compliqué qui demande une bonne la précision. Ouais, je pourrais pas aller faire des bijoux, mettons. Là. Ouais, c'est ça, là, des petits détails là, qui demandent de la minutie. C'est ça. La géométrie en maths, les sciences, là, c'était mes matières préférées. Mais comme exemple, couper un concombre, comment ça va? Ah, ça, c'est correct. Ça... Mais c'est-tu parce que, dans le fond, c'est que ça se fait automatiquement? Mais exemple, lire un pot d'aspirine, là, lire les étiquettes. Ouais, c'est sûr qu'on a des adaptations. On a des télévisionneuses, des loupes. Là, même un nouveau truc que j'ai, je veux dire, on peut envoyer des photos à l'intelligence artificielle puis le lit pour nous à cette heure. Ça peut être un bon truc aussi. C'est sûr que, mettons, les dates de péremption, je suis capable de les voir, mais tu sais, des fois, il y a des entreprises qui mettent ça un coin un petit peu perdu de la bouteille ou qui est comme effacé. Oui, sur du foncé. Foncé sur du foncé, pâle sur du pâle. Ben oui. Je te dirais que j'ai un peu de difficulté, mais c'est quand même des caractères que je peux lire. Couper un concombre, je veux dire, je cuisine quand même depuis que je vis chez mes parents aussi. Depuis que j'ai peut-être 14-15 ans, j'en ai 27. Fait qu'à un moment donné, couper des légumes, bon, je coupe peut-être pas comme le chef cuisinier à mon travail, mais tu sais, je veux dire, je suis quand même... je me coupe pas le doigt non plus. Non, c'est ça. On nous donne des trucs. Mais c'est quand même aussi kinesthésique. Là. C'est quand on coupe des légumes, il y a quelque chose où est-ce que ça se fait... On peut couper des légumes les yeux fermés. Là. On va clairement aller moins vite que le grand chef qui coupe tous ces trucs à une vitesse absolument incroyable. On le voit dans les émissions de cuisine. Moi, ça me fait un peu tout le temps sursauter. Je me dis, oh mon Dieu! Il va se couper la main au complet tellement qu'il coupe vite. Mais c'est parce que nous, on peut pas faire ça. Moi aussi, là, si je coupe du concombre, il n'y en a pas un qui a la même forme. Là. Mais c'est pas grave, il est coupé. Là. Le goût reste le même là, au final. C'est ça. Mais là, tu parlais de ton... toi, tu sais, un chef là, avec qui tu travailles. Mais toi, je pense que tu travailles au noir ou tu as travaillé au noir? Oui, je travaille au restaurant au noir, qui est un resto... tu travailles encore? Oui, où les serveurs ont une déficience visuelle. Dans le fond, c'est dans des salles complètement noires. Il n'y a pas de lumière ni de fenêtre et vraiment les clients vivent... C'est comme une sensibilisation à être complètement non-voyant. Mais c'est ça, sauf que toi, tu as encore de la vue. Ouais. Là, tu travailles tout d'un coup dans une salle noire. Ouais. Donc là, tu as dû développer quelque chose toi-même. Parce que, ben oui, j'étais le plus désavantagé de mes collègues, mettons, parce que mes collègues ont quand même... Quelques-uns, on est maintenant 5, on a déjà été 7, mais je veux dire... Aveugle, là. Un ou deux qui sont complètement aveugles, puis d'autres qui voient peut-être à 3%. OK, c'est toi qui vois le plus. Je veux dire, je suis lui qui voit le plus, mais je vais vous dire, la deuxième journée, j'avais un collègue qui s'appelait Mathieu. Je dis, hey Mathieu, je suis où? Puis j'étais perdu dans la salle. Puis... Dans la salle? Oh, ouais, pendant qu'il y avait les clients, je cherchais la cuisine, justement. Puis les clients ont trouvé ça. J'ai fait la blague, c'est ma première journée. Oui. Mais, tu sais, quand c'est les premières journées, c'est tout à fait normal. Ben oui. J'ai bien été encadré, puis finalement, c'est vraiment une question de se fier à son audition, d'être très alerte aussi pour éviter de foncer dans le collègue, de recevoir les assiettes dessus. Mon Dieu. C'est pas pour rien que des fois, on entend tout le temps attention quand les clients viennent manger. C'est vraiment le mode de communication des serveurs pour éviter une collision. Puis... Je veux dire, de se concentrer, se rappeler des plats qu'on sent. Je vais te dire, d'avoir 12 verres de vin différents à retenir puis monter au deuxième étage. J'ai l'avantage de voir les escaliers quand je monte au deuxième étage. Oui. Mais se rappeler de tout ça, là, c'est tout un défi. Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est là, je trouve que c'est fascinant parce que c'est comme si tu t'as plongé dans un univers qui fait pas partie de ton quotidien parce que
ton quotidien n'est pas dans la noirceur totale. Ce qui veut dire qu'il y a plein de choses que tu fais encore parce que tu les vois. Mais là, tout d'un coup, tu t'en vas travailler dans un contexte. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu es allé travailler au noir? Moi, j'aurais jamais même pensé aller travailler au noir parce que je me dis, je vois encore, fait que tant qu'à ça, je vais aller me préparer. Tu sais, je vais me pratiquer à travailler dans un restaurant traditionnel où est-ce que c'est pour des voyants, mais je vais m'adapter. Mais là, toi, t'es comme allé de l'autre bord, à l'inverse. Qu'est-ce qui fait que t'es allé au noir? Ben, il y a plusieurs raisons. Premièrement, ça s'est produit un petit peu dans une phase où je déménageais à Montréal parce qu'avant, j'habitais à Blainville, qui est comme... je veux dire, en transport en commun, c'est beaucoup moins... c'est plus compliqué de se déplacer, mettons, qu'à Montréal, il n'y a pas de métro. C'est moins desservi. Puis je voulais prendre mon envol, partir de chez mes parents aussi. J'ai déjà travaillé aussi comme serveur dans un restaurant régulier avant. Puis c'était un restaurant comme un petit peu avec moins de moyens. C'était vraiment chouette comme expérience, mais je veux dire... Des fois, je pouvais être tout seul puis servir 50 personnes. Quand même. Comme en l'espace de quelques heures. Bon, c'était un buffet, c'était comme moitié buffet, moitié à la carte. Mais ça m'a vraiment forgé comme serveur. Puis je me suis dit, au noir, c'était un petit peu plus payant, c'était moins d'heures. Puis vu que je fais des études supérieures en même temps, j'étais au cégep quand je suis arrivé au noir, maintenant j'étais à l'université. Je trouve que travailler à ce restaurant-là, c'est un bon complément. On peut travailler 15-20 heures, payer son loyer, puis continuer de faire les études. Puis il faut savoir qu'en plus, j'ai eu 2 jobs en même temps à cette période-là aussi. Oui, mais donc, dans le fond, ton objectif de travailler au noir, c'est parce que c'est pour finalement payer ton loyer par rapport au fait que tu étudies. Ben oui, exactement, parce que c'est moins d'heures qu'une job régulière. Exactement, parce que des fois, il y a des emplois que, surtout étudiants, je pense, on va comparer, mettons, à McDo, que c'est le salaire minimum. Ben, un étudiant doit peut-être des fois travailler 25-30 heures pour vivre serré, si je pourrais dire ça comme ça. À Au Noir, j'ai quand même une certaine qualité de vie qui fait que je peux travailler 15-20 heures, puis quand même étudier à temps plein, là. Fait que, je veux dire, pour atteindre ses objectifs, c'est vraiment parfait. Que tu étudies à temps plein? Maintenant, oui, parce que ça, c'est... Oui, mais t'es pas travailleur social, je sais pas quoi. Ça, j'avais vu quelque chose par rapport à ça. Ben, c'est ça l'affaire. En fait, je suis quelqu'un qui était très indécis avant, puis j'ai fait une technique en travail social et... bon, c'est ça. Voilà, t'étais pas dans le champ, mais bon, après ça, à l'université, si je résume rapidement, il y a été une année que j'ai été un peu perdu, que j'essayais de rentrer dans le bac en travail social en faisant des cours un peu au hasard. Après ça, ça m'a mené à un certificat en gérontologie, qui est l'étude du vieillissement de la population. Mais en lien avec le travail social? Oui, parce que c'était quand même connexe. Et là, maintenant, ben, avec certains obstacles liés à l'embauche, notamment, je me suis juste dit je vais changer de carrière. Ouais. Parce que là, tu t'es-tu retrouvé à justement, parce que dans le fond, vu que t'as l'étude, t'as la technique, là. Moi, j'ai une technique en éducation spécialisée et je sais très bien de quoi tu parles au niveau des obstacles et des murs. Et on a l'impression que c'est un domaine qui est tellement ouvert et accessible et finalement, c'est complètement autre chose parce que c'est comme si nous, on doit être avec une clientèle, on travaille avec une clientèle qu'on doit constamment adapter, que ça soit le plus intégré, inclusif. Puis là, finalement, quand c'est nous, comme intervenants, qu'on aurait besoin que le milieu s'adapte, ben là, tout d'un coup, c'est comme si, ben voyons, ça marche pas. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Ça veut dire que toi, avec tes études, ta technique, tu pouvais travailler dans toutes sortes de milieux, mais finalement, ton handicap visuel devenait un problème. En fait, je l'ai fait. J'ai travaillé comme intervenant socio-communautaire dans un OBNL d'habitation pour aînés. C'était vraiment une chouette expérience. J'ai travaillé 4 ans là quand même. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est ce que tu dis est totalement vrai. Puis c'est exactement ce que j'ai vécu avec un détail de plus. En fait, avec mes 4 ans, je me suis juste dit, avant de faire un bac en travail social,
Parce qu'à un moment donné, rendu à 26 ans, l'école, ça devient un petit peu lassant aussi. Fait que là, je me suis dit, je veux-tu vraiment m'engager dans un bac en travail social? Fait que je voulais aller dans le secteur de la santé, là, un petit peu plus pour Santé Québec, là, dans les CLSC et tout ça. Parce que je trouvais que le communautaire, c'est des belles expériences côté humain, mais des fois, pour joindre les deux bouts, c'est compliqué un petit peu. Oui, des petits salaires, on va se le dire. Je voulais aller... j'ai fait quelques démarches pour le CLSC, mais ce que je trouve fou, c'est que, oui, il y a tes points que tu mentionnes, mais le problème, c'est que c'est moi qui amenais les adaptations. Je leur donnais tous mes besoins déjà. Ce que j'avais même les solutions pour eux. Je vais te donner un exemple clé. Tu arrives quasiment avec tout ton kit d'adaptation. Je postulais pour justement évaluer des aînés dans un hôpital, parce que j'avais le certificat en gérontologie. J'avais l'expérience avec des aînés, mais tu sais, avec l'expérience, une technique puis un certificat, avec un secteur qui pense manquer de main-d'œuvre puis qui nous dit ça à tout bout de champ. J'arrive avec mes solutions. En plus, on m'a discriminé parce que j'avais pas d'auto, mais le trajet, c'était l'hôpital Notre-Dame à Maisonneuve, qui est quasiment plus rapide en transport commun. J'étais comme rendu là avec le CIT, qui est la subvention qu'ils peuvent avoir, qui fait qu'ils peuvent me payer 2 fois moins cher de leur poche. Ça aurait pu payer au pire le transport s'ils sont vraiment pressés. Exact. Mais encore là, le métro, c'est rapide, je sais où sont les 2 hôpitaux. Je leur ai dit, puis si tu as une urgence puis que je vais me déplacer plusieurs fois par jour, fine, je vais prendre un transport adapté ou un taxi, un Uber avec la subvention. Je veux dire, même au communautaire, c'était plus généreux que ça en termes d'adaptation. Ça m'a comme frustré parce que, comme tu dis, c'est un secteur qui se vante d'être quand même inclusif. Déjà, qui favorise ça, mais quand on arrive, même si on a nos solutions, on sous-estime nos capacités, parce que souvent, les gens s'imaginent avoir notre vision, puis ils vont faire « Ah ben là, si j'avais cette vision-là, je serais pas capable avec cette clientèle-là. C'est un peu biaisé. Puis même quand j'étais étudiant en travail social, j'avais un cours d'animation. Comment tu vas faire dans un stage? J'étais avec des étudiants. J'étais allé dans une école de troubles oppositionnels, puis de troubles de comportement. Puis son scénario s'est réalisé. Puis oui, OK, j'avais un peu de difficulté pour voir l'élève qui roulait son joint derrière la classe, mais tu sais, ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Non. Puis en même temps, moi, je trouve ça super important de le dire, là, c'est qu'on développe d'autres stratégies. Parce que moi, je travaillais avec des jeunes, des petits pop-up là, que j'appelais, là, qui pétaient des coches là, au primaire. Là, et tous les matins, moi, je me promenais, j'allais voir mes petits cocos, puis je disais « Hey, salut, comment ça va? » Puis mon cerveau était modulé à reconnaître comment il était habillé. Et je savais précisément, mais de proche, là, j'allais les voir en proximité. Ce qui fait que moi, après ça, j'étais capable de savoir que mon petit Vincent, il était habillé avec une chemise bleue carottée, puis qu'il avait des petites bottes brunes. On trouve nos trucs. J'avais des trucs. Ça veut dire que de loin, je voyais une petite tache bleue, là. Je savais que c'était lui. J'avais même pas besoin d'essayer de forcer des yeux. Fait que c'est pour ça, c'est comme si le milieu, finalement, eux autres, ils pensent qu'on n'y arrivera pas parce qu'on fera pas ça de la même façon. Exactement. Mais là, ça veut dire que là, toi, en ce moment, t'étudies quoi? Là, je me suis réorienté dans un bac en gestion des ressources humaines. Bon, complètement autre chose. Ah ouais. C'est connexe un petit peu, mais l'autre côté de la médaille. Oui, c'est ça, exactement. Ça veut dire que toi, tu peux travailler aider des personnes qui vont faire des demandes puis qui sont en situation de handicap. Là. Tu sais, de dire, au niveau des ressources humaines, oui, on pourrait avoir cette personne-là qui vient travailler avec nous. C'est un peu ça. Oui, exactement. OK. Fait que, bien hâte de voir. Mais là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, tu t'es réorienté. C'est ça. Là, t'es là-dedans en ce moment, t'étudies. Tu travailles au noir parce que c'est ton métier d'étudiant. C'est ça. Et tu cours aussi, tu t'impliques avec les visionnaires. Donc ça, c'est un club de course où est-ce que tu cours avec tu cours beaucoup là-bas, à la piste Étienne Desmarteaux, mais aussi tu cours beaucoup personnellement aussi. Là, tu vas t'impliquer, tu vas faire différents événements. Tu es vraiment beaucoup dans la course, là. Ben oui.
Ben oui, non, je suis quelqu'un de très actif. Je veux dire, c'est sûr que, puis dis-toi, j'ai même couru presque tout l'hiver. Si on enlève la semaine qu'il y a eu 2 tempêtes de neige de suite, mis à part cette semaine-là et la semaine que suit, sinon j'ai couru tout l'hiver. Mais tu courais tout seul? Oh ouais, je cours tout seul sans problème. Je vois assez pour ça. Je veux dire, je connais mon parcours par cœur. C'est ça. À un moment donné, on finit par trouver nos trucs. Des fois, je peux être créatif puis faire une petite boucle de plus. Ouais. Les visionnaires, j'y vais un petit peu pour le social, puis même que cet été, le club va fusionner avec le club des Pélicans de Rosemont. C'est ça, je voyais. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que ça va faire un petit social, puis mettons, pour faire des sprints, d'avoir un entraînement plus structuré. C'est vraiment chouette comme Mais là, c'est toi qui vas le structurer? Non, parce que, j'ai fait l'expérience l'été passé de l'idée, les visionnaires, puis très belle expérience quand même, j'ai beaucoup aimé. Sauf que ça demande quand même une bonne implication, puis avec le bac maintenant, c'est sûr que c'est un bon défi parce que je refais un petit aller vite fait, mais tu sais, comparé, mettons, aux études en intervention, il y a quand même des notions d'administration, des notions plus touchées du management, beaucoup de par cœur, des mathématiques. Fait qu'on s'entend que mentalement, c'est beaucoup. On passe de peut-être 30 pages par semaine à 200 pages par semaine à lire. C'est ça. Fait que ça demande un bon travail. Fait que l'été, je préfère, j'ai des cours d'été en plus, puis sinon, le mois ou 2 que j'aurai, de me reposer parce que c'est quand même important de se ressourcer. Oui. Puis je préfère je dois t'arrêter, Dominique, parce que c'est la fin de l'émission. Oui. Merci infiniment d'être venu. Et moi, je remercie Dominique Sion qui était là juste avant, Mathieu Tessier à la mise en onde. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Dominique. Merci. Merci, bye-bye.